Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet événement. Il vous est présenté par le groupe de travail IA générative et maintenance du Hub France IA. Le Hub France IA est une association indépendante d'intérêt général dont la mission est d'accompagner l'adoption d'une IA responsable, éthique, souveraine et de soutenir son déploiement en France et en Europe. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui pour échanger sur la thématique de l'IA générative au cœur des opérations, maintenance, industrie et au-delà. Nous allons avoir 3 tables rondes. Ces 3 tables rondes présentes ici avec différents speakers. Et je vous propose que nous commencions dès à présent. Cet événement sera aussi enregistré. Un replay vous sera disponible. Nicolas, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Pauline. Bonjour à tous. Donc on va démarrer la première table ronde. Donc on a qui va être autour de la maintenance, en fait, l'utilisation de l'IA au service de la maintenance. Pour cette table ronde, on va avoir la chance d'avoir trois cas d'usage industriels pour illustrer l'intérêt de l'IA et l'adoption de l'IA dans les activités de maintenance. Donc, on aura avec nous un responsable de la maintenance dans le secteur de l'assainissement des eaux, dans le secteur de l'agroalimentaire. Et au niveau de nucléaire, on a malheureusement une personne qui a été prise, Mehdi Dujardin, d'Honnête Technologies, qui a été pris sur une urgence opérationnelle. Et je connais bien le projet, c'est un de nos clients, donc je témoignerai sur quelques retours d'informations à la place de Mehdi. Et c'est Oussem qui sera avec moi pour co-animer cette table ronde. Voilà. Ce que je vous propose, alors je vais me présenter vraiment en 1 minute. Peut-être Oussem, tu pourras aussi te présenter, puis après on laissera la parole à nos invités Olivier et Fabrice qui se présenteront à leur tour. Donc moi, Nicolas Cubeau, je suis le fondateur de Total Image, en fait, qui est un éditeur logiciel spécialisé dans les solutions d'analyse vidéo et d'IA visuelle, en particulier dans le domaine industriel et dans le domaine nucléaire. Donc là, je vous partagerai au nom d'Honnête Technologies quelques retours d'expérience sur un projet qu'on a construit ensemble dans le secteur du nucléaire, le projet Logvision, voilà. Et puis, je te passe la parole, Oussem, si tu veux te présenter rapidement avant de présenter nos invités. Parfait, merci Nicolas. Je m'appelle Oussem Saïdi, je suis responsable d'un laboratoire de recherche au sein de Berger-le-Faux, qui est dédié aux innovations pour la maintenance industrielle et aussi à l'intelligence artificielle appliquée à la maintenance. On travaille sur ce que l'IA peut apporter concrètement au quotidien des techniciens, magasiniers, responsables de maintenance. Mais là, on ne parle pas que d'IA générative, on parle d'optimisation de la planification, on parle de l'IA dans des contextes de réalité augmentée, etc. On déploie chez des industriels sur leur site avec leurs contraintes. Et aujourd'hui, avec nous, on a je vous passe la parole du coup. On a Olivier, responsable de la maintenance de l'unité, et Fabrice, et qui vont se présenter, qui vont participer à cette table ronde avec nous. Olivier Couillenne, je suis responsable maintenance du site Lean France. Lean, c'est 5 sites en Europe, c'est une dizaine dans le monde. On fabrique du chocolat en marque propre. Ce qu'on n'imagine pas quand on parle d'agroalimentaire, c'est le niveau de technologie qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, on a un site vraiment intégré, robotisé, avec énormément de données qui arrivent. Et notre objectif est, un peu comme tout le monde, de diminuer notre nombre de pannes. Donc, on commence à travailler depuis plusieurs années à faire de la maintenance conditionnelle en traitant nos données. Et maintenant, on est en fait sur la dernière partie, c'est-à-dire la partie prédictive basée sur la donnée et non sur les mesures comme ce qu'on pouvait connaître de manière traditionnelle, en se posant tout un tas de nouvelles questions par rapport aux usages des agents IA, que ce soit tant dans l'analyse des données pour prédire la panne qu'aujourd'hui sur l'optimisation de nos ingénieurs fiabilistes pour avoir de meilleures décisions et pour devenir un petit peu les chefs d'orchestre 5.0 de toute cette activité.
Voilà pour moi. Ouais, donc Fabrice Ageron, qui est donc responsable d'un service qui fait de la gestion du patrimoine et de la maîtrise des risques industriels au SIAP, qui est une structure en charge de l'assainissement des eaux en Île-de-France, d'ailleurs la première structure en Europe. Et donc, dans le cadre de cette structure, je travaille à la direction technique, direction qui est en charge à la fois l'aide et l'accompagnement de nos exploitants sur des thématiques autour de la maintenance, de la gestion du patrimoine, de la transformation numérique, et également elle porte un rôle d'innovation où on va déployer un certain nombre de projets pilotes, et notamment des projets autour de la maintenance prédictive, ou dite plutôt prévisionnelle, et des sujets autour du déploiement de l'IA générative pour les opérateurs de maintenance. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer sur la première séquence en fait de cette table ronde, donc qui est vraiment de partager un premier cas d'usage concret de l'IA au service de la maintenance. Donc, Fabrice, Olivier, pour vous, quel a été votre premier cas d'usage d'IA appliqué à la maintenance et pourquoi avez-vous fait ce choix? Alors pour nous Lint, notre premier cas d'usage, c'est en fait notre objectif, parce qu'on part de là quand même, on ne fait pas de l'IA pour de l'IA. Enfin, notre objectif c'est diminuer le temps de dépannage et diminuer notre nombre de pannes. Donc ce qui veut dire que nos premiers essais d'IA ont été faits sur des dépannages en posant la question, voilà, j'ai tel module électronique qui est en panne, aide-moi à trouver la cause racine. Et donc, on a vu que dans ce qu'on nous proposait, parce qu'on ne propose pas qu'une solution magique, on propose une série de choses à regarder, on s'est aperçu que la démarche était cohérente et pertinente et que ça venait en fait en plus du technicien qui avait une bonne connaissance de son métier et de la technologie, mais derrière, il ne peut pas connaître la totalité des panels de panne, il ne peut pas connaître la totalité des panels de machines non plus. Donc derrière, ça nous a amené un grand plus. Donc voilà un petit peu par quel bout est-ce qu'on est rentré là-dedans. Et rapidement est apparu en fait le besoin de travailler sur d'autres points que le prédictif, sur les pièces détachées, comment intégrer rapidement des pièces détachées et savoir que les pièces détachées sont les bonnes, pas perdre de temps non plus à les saisir. Et le dernier point aussi, c'est toujours notre partie MTTR, c'est comment augmenter le réalisateur de maintenance pour diminuer ce fameux temps de dépannage. Et donc là, on a implémenté toute la partie réalité augmentée, qui est une vraie source d'aide au niveau du technicien. Voilà les deux points par lesquels on est rentré dans ce domaine-là. Merci, Fabrice. Pour ma part, moi, je vais passer par un peu le contexte industriel dans lequel on est et qui nous a amené à déployer l'IA. D'abord, il faut savoir qu'on a un périmètre d'installation à maintenir et à renouveler qui est important. Donc, il est à l'échelle de l'Île-de-France, avec des problématiques de gestion de l'ensemble de ces installations, dans un environnement géographique très dense. Donc ça, c'est un des premiers aspects. On a des problématiques comme tous les gros maîtres d'ouvrage ou tous les gros industriels de vieillissement de nos installations. Inexorablement, le temps passe, on les utilise et elles vieillissent. On a, dans ce contexte-là, un budget d'investissement pour renouveler notre patrimoine, un budget de maintenance pour maintenir nos équipements et, bien entendu, on ne peut pas flécher tout l'argent sur l'ensemble de nos équipements, donc on est obligé de faire des choix. Donc on doit prioriser les équipements qui doivent être maintenus ou renouvelés en priorité. Et tout ça dans un contexte où on a perçu depuis quelques années l'importance de la donnée, d'avoir des données fiables, d'avoir de la donnée structurée, parce qu'on a énormément d'agents et de personnes au sein de la structure qui vont perdre énormément de temps à chercher de l'information, parce que mes connaissances de la donnée, mes connaissances de ce patrimoine de données informationnelles important. Et donc, nous, effectivement, le premier cas d'usage, je dirais, d'intelligence artificielle qu'on a mis en œuvre,
c'est celui autour de la maintenance prévisionnelle. Alors, pourquoi celui-là? Parce qu'on a fait un benchmark auprès de plusieurs industriels et on s'est rendu compte que c'était le cas d'usage le plus utilisé. Donc, on développé au sein de la structure de la maintenance conditionnelle. On a développé de l'analyse vapeur, de la thermographie infrarouge et différentes méthodes d'analyse conditionnelle. Et on y a adossé l'aide de l'IA, en tout cas l'aide du machine learning en l'occurrence, pour nous aider à faire de la prévision. Donc ça, c'est le premier cas d'usage par lequel on est rentré dans le sujet de l'intelligence artificielle. Et on est venu compléter ça, effectivement, depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, par un cas d'usage avec l'utilisation de l'IA générative pour les techniciens de maintenance. Merci, Fabrice. Nicolas, c'est toi qui nous relais l'expérience de la technologie aujourd'hui. Alors pour eux, quel a été leur premier cas d'usage et pourquoi celui-ci et pas un autre? Alors, en fait, pour redonner un peu de contexte, comme l'expliquait Fabrice, en fait, dans le cas des infrastructures pour les réseaux d'eau, en fait, dans le contexte du nucléaire, on est un petit peu dans la même logique. En fait, c'est-à-dire qu'en France, on a un gros parc nucléaire, en fait, qui est vieillissant. Il y a une volonté politique, en fait, d'étendre la durée de vie des centrales de 10 ans, sans faire aucun compromis, en fait, sur la sécurité. Voilà. Donc ça veut dire que effectivement il y a beaucoup plus d'opérations de maintenance. Voilà, souvent ces opérations de maintenance, elles se font en zone irradiée, donc ça veut dire qu'il faut en fait protéger les opérateurs de maintenance, éviter que les particules radioactives se dispersent. Voilà, typiquement quand on va couper un tuyau, une vanne, etc. Et en fait, pour mettre les opérateurs en sécurité, il y a tout un protocole réglementaire, voilà, qui est imposé par EDF, qui fait que en fait, les logisticiens, donc en l'occurrence Honnête Technologies, qui a un certain nombre de mandats de logistique sur différentes centrales, doit poser des sas de confinement. Donc ça ressemble un petit peu à des tentes, voilà, qui vont être mis en dépression pour éviter, enfin protéger les opérateurs et éviter que les particules se dispersent. Donc en fait, sur tous les chantiers nucléaires, pour préparer les activités de maintenance, on doit mettre en place donc tout un tas d'équipements réglementaires, pouvoir amener de l'air, mettre les sas en dépression, etc. Et en fait, tous les jours, ces chantiers, ces sas doivent être inspectés pour être sûr qu'il y a les bons équipements qui sont bien en marche, fonctionnels, que la date de validité est toujours OK. Donc il y a à peu près une vingtaine de points de contrôle en fait à faire quotidiennement par les contrôleurs de chantier honnêtes. Et ces contrôles en fait sont extrêmement chronophages. Ça prend entre 12 et 15 minutes par chantier. Et en fait, en arrêt tranche, quand on met un réacteur à l'arrêt, on peut arriver jusqu'à 200 chantiers à contrôler par jour sur un réacteur. Voilà. Donc on imagine en fait le volume, le temps nécessaire pour contrôler en fait tous ces chantiers, donc pour respecter les exigences d'EDF. Et en fait, le projet Logvision, donc Honnête Technologies a co-construit avec Total Images, permet, en utilisant en fait l'IA visuelle embarquée dans la tablette du contrôleur, de faire une vidéo d'1 minute du chantier avec les équipements. Alors il y a un protocole de captation à respecter, et ensuite l'IA visuelle, donc là aussi on est sur du prédictif, va en fait analyser tous les équipements présents, leur état, s'ils sont en marche, allumés, les dates de validité, le nom des équipements, etc. Donc en fait, à partir d'une vidéo d'1 minute, on va avoir finalement le rapport de conformité qui va être fait à 90%, sachant que les 10% restants sont des mesures radiologiques qui doivent être faites par les contrôleurs. Voilà ce qui permet de diviser à peu près par 6-7 les temps de contrôle. Donc voilà, c'est vraiment un gain important en termes de productivité, voilà, pour les contrôleurs d'Honnête. Et après, alors pourquoi ce choix? Alors il y avait en fait, Olivier parlait d'opérateurs augmentés. C'est vrai qu'il y avait il y avait plusieurs cas d'usage qui avaient émergé chez Honnête Technologies pour l'utilisation de la vidéo
dans leurs opérations, il y avait un sujet de rondi augmenté, par exemple, avec une caméra 360. Et en fait, la réalité, c'est que même si l'usage était intéressant, parce que là aussi, on était sur des tâches assez répétitives, en fait, le matériel, voilà, caméra 360, c'est des équipements, contrairement à des tablettes et des smartphones, qui sont en fait beaucoup plus difficiles à gérer, pour être sûr qu'ils sont toujours voilà, bien alimentés, que les cartes sont vides. Il y a des gros volumes de données à gérer. Donc, c'est en fait assez compliqué d'un point de vue opérationnel à mettre en œuvre. Et donc, le projet dont on parle, la Logvision, c'était beaucoup plus simple. Ça peut utiliser un smartphone. Tous les opérateurs ont un smartphone, une tablette. Voilà. Puis avec des gains à nouveau significatifs en termes de productivité. On va peut-être continuer avec toi, Nicolas, ensuite on enchaîne avec Fabrice et Olivier. Est-ce qu'Honnête a déjà est-ce qu'elle voit déjà une valeur tangible et quantifiable sur ce qu'apporte l'IA du coup pour les activités de maintenance? Oui, alors en fait, il y a déjà comment dire, il y a des gains de productivité donc qui sont évidents, on va dire, pour Honnête sur les contrôleurs, voilà, de passer de entre 12 et 15 minutes par contrôle à 3 minutes. C'est évidemment un gain énorme quand on a des centaines de chantiers à contrôler. Après, ce qui est intéressant avec avec ce projet, c'est que finalement, l'utilité de la vidéo, en fait, est intéressante pour différents acteurs de la filière nucléaire, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, EDF, en fait, pardon, il fait vraiment chaud. EDF, en fait, peut savoir à tout instant où se trouvent leurs équipements sur les chantiers, voilà, via l'analyse de la vidéo, de valider, enfin de voir aussi les écarts, les non-conformités qu'il peut y avoir sur certains chantiers. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, comme les contrôles se font plus vite, les opérateurs, les contrôleurs, ils passent moins de temps en zone irradiée, donc évidemment, ça a un impact positif pour leur santé. Et puis le dernier point, en fait, c'est que les opérateurs de maintenance, voilà, typiquement un tuyauteur qui va venir changer un tuyau donc avec sur un chantier, donc qui va être protégé, on va dire par le SAS, lui, en fait, sans avoir à se déplacer sur site, il peut valider que la logistique qui va pouvoir visualiser en fait dans la vidéo qui a été analysée par l'IA de Total Image est bien conforme en fait à ses attentes. Donc en fait les bénéfices ils sont, on va dire, clairs pour Honnête en termes de productivité, mais en fait ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment pour la filière nucléaire que ce projet en fait amène un vrai intérêt via l'usage de la vidéo. Merci, Nicolas. Alors, Fabrice, je sais que c'est pas simple à chiffrer. Là, on a parlé de valeur en termes de temps gagné à faire ces vérifications-là. Est-ce qu'au SIAP, on réussit à voir ce que peut ou ce que pourrait apporter l'IA du coup dans le process de maintenance? Effectivement, tu l'as bien dit, tu as ciblé un peu le nœud du problème. Effectivement, c'est pas évident à chiffrer. Cependant, en fait, dans la littérature et je dirais, dans un certain nombre de revues, je dirais, qui ont pignon sur rue, comme Gartner et autres, qui parlent d'intelligence artificielle, de données, de data science et autres, on a souvent quelques métriques qui reviennent souvent, et notamment, on retrouve toujours le fait que on est amené à perdre un quart temps d'un ETP ou un tiers temps d'un ETP à rechercher de la donnée, parce que cette donnée, on ne sait pas où elle est, parce que cette donnée, on n'est pas conscient de ce qu'on a, et donc on n'a pas de la vision d'ensemble sur ce patrimoine informationnel. Donc, globalement, je dirais, après recoupage et depuis 20 ans, on sait à peu près dire, et c'est, je dirais, validé par plusieurs équipes scientifiques, on perd généralement un quart temps à chercher de la donnée. Donc, c'est énorme pour une entreprise. Et quand elle prend conscience de ça,
les structures qui ont pris conscience de ça, elles ont organisé une gouvernance de la donnée, elles vont recruter des personnes pour organiser tout ça, et tout l'enjeu de l'IA va être là, ça va être de comment on va organiser tout ça. Donc ça, c'est un premier élément de perte. Et enfin, il y a un deuxième élément qui est du coup qui est moins quantifiable, mais qui est réel et qui est plutôt structurel. On note souvent chez nous dans nos structures, c'est la perte de connaissances dites tacites, au sens où on a des équipes avec des personnes qui partent à la retraite, et les nouveaux techniciens, les nouveaux ingénieurs qui sont là, qui récupèrent la charge et la responsabilité de maintenir en condition opérationnelle et d'assurer la continuité d'activité de notre système d'assainissement, eh bien, ils se retrouvent pas forcément avec le même niveau et ensemble de connaissances que pouvaient avoir leurs prédécesseurs. Et donc, un de nos enjeux aussi, sur lequel on travaille et on croit beaucoup que l'IA va nous permettre d'améliorer ça, c'est comment finalement notre connaissance dite explicite, celle qui est dans nos documents, comment on peut la vulgariser, la rendre facile d'accès pour combler un peu cet écart qui se crée à travers, je dirais, l'évolution sociétale et l'organisation culturelle de l'entreprise où les personnes partent et qu'on n'arrive pas à forcément récupérer tout leur savoir-faire. Deux axes. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce partage. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième séquence en fait de notre table ronde. Voilà, on a compris que voilà, il y avait des cas d'usage vraiment intéressants, utiles. Voilà, côté SIAP et puis côté Lint. Olivier, Fabrice, est-ce que si on voulait un petit peu voilà résumer ou mettre en avant les choses qui fonctionnent bien aujourd'hui et les challenges, on va dire, que vous avez à relever, qu'est-ce que comment vous définiriez ça? Ce qui marche bien aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même au début d'une histoire. Donc aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est que, et ça vient du fait aussi que pour la première fois, l'IA, ce qu'on vit dans notre vie privée, en fait, vient croiser ce qu'on vit professionnellement sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on peut développer une culture IA personnellement en utilisant des outils, en allant dans des forums et réappliquer ça sur l'industrie. Ça veut dire que les jeunes qui arrivent aujourd'hui ne sont pas étrangers du tout à ces concepts-là ou à ces usages-là. Donc ça, c'est le côté positif que l'on voit arriver. Ce qu'on voit aussi, c'est la capacité de synthèse qu'on a testée et qu'on voit revenir avec ces outils-là. Donc ça, on l'a testé plusieurs fois, ça marche bien. Ce qui va être plus compliqué, ça va être de trouver un équilibre entre le juste niveau d'utilisation de ces solutions-là dans un environnement industriel. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de coûts juste avant. Autant on est capable d'imaginer les gains en ETP, en temps de diagnostic, mais aujourd'hui, on ne sait pas combien va coûter une question. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout si il faut développer l'IA sur tous les secteurs en maintenance prédictive, à savoir les deux gros secteurs qui existent, c'est-à-dire la partie mécanique des machines et la partie automatisme. Sur quelle des deux parties est-ce qu'il faut développer ça ou est-ce qu'il faut développer sur les deux? Aujourd'hui, notre questionnement on est en train de se dire, si jamais le coût devient prohibitif, on ira peut-être sur la partie automatisme, parce que c'est là qu'aujourd'hui, on est le moins capable de fiabiliser et ça demande des compétences vraiment, vraiment importantes. Donc, aujourd'hui, ce qui marche, c'est vraiment cette partie d'aller chercher de la donnée, de compulser de la donnée, faire une proposition à l'opérateur. Ce que l'on ne sait pas, c'est clairement lié au coût et aussi un petit peu à la souveraineté, c'est qu'est-ce que ça va devenir et quel choix va-t-on devoir faire pour utiliser cet outil-là. Aujourd'hui, l'inconnu, il est là. Super, merci beaucoup. Merci. Fabrice, côté SIAP?
Et c'est un peu, je dirais, dans la lignée de ce qu'a dit Olivier, je pense qu'on est vraiment à la bonne époque et je pense que on est au début de la démarche. Il faut monter dans le train et je dirais que c'est assez rare de se retrouver dans une situation où, je dirais, les usages de la vie, de la société de tous les jours viennent croiser également, je dirais, les enjeux industriels. Donc, ça va aider vraiment au déploiement. Ça, je suis tout à fait en phase avec ça. Également, je pense dans les points positifs, c'est qu'on voit que les technologies, elles deviennent de plus en plus fiables. Ça évolue vraiment très, très vite entre le début du premier GPT, je dirais, démocratisé en 2022 et aujourd'hui, en 4 ans, on a fait un sacré bond. C'est assez impressionnant avec les technologies RAG, les technologies GraphRag et ainsi de suite. On voit une évolution vraiment importante. Mais je dirais, pour les aspects sur lesquels il faut qu'on ait des points d'attention, ça va être pour moi la capacité, en tout cas de l'humain, de nos équipes, à pouvoir digérer toute cette technologie et tous ces nouveaux usages. Parce que ça va vite, ça va même peut-être trop vite. Et du coup, il va falloir effectivement, alors, cette fois-ci, faire des choix, mais décider d'une technologie qu'on va implanter dans notre structure et laisser le temps de digestion nécessaire, le temps de digestion intellectuelle nécessaire à l'organisation pour pouvoir appréhender ça. Et ça va ouvrir certainement le temps peut-être à des discussions qu'on aura tout à l'heure sur l'accompagnement, la conduite au changement, sur tous ces aspects. Ça va être des éléments qui vont être très importants, à mon sens, et qu'il va falloir surveiller. Alors que je ne rentre pas dans les sujets de la gouvernance, de l'IACT et autres, mais effectivement, ce sont des éléments avec les aspects cybersécurité qu'il va falloir aussi prendre en compte. Donc ça, c'est pour la partie des moins bien. Mais si je résume vraiment, c'est le bon moment et je dirais que les technos deviennent de plus en plus fiables. Donc on peut commencer à s'appuyer dessus. Voilà. Pour revenir sur ce que dit Fabrice, sur la conduite du changement, je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir un peu nos projets. C'est-à-dire qu'on a tendance à rester technocentré. Il y a des entreprises qui font appel dans la conduite du changement sur de l'IA à des sociologues pour faire une analyse des équipes et derrière voir les leviers ou les leviers de blocage, les points de blocage pardon, sociaux ou sociétaux qui peuvent empêcher ces développements. Je pense que ça aussi, c'est un gros challenge. Et cet apport d'une étude sociologique, parce que ce qu'on voit aussi dans l'industrie, c'est que fonction de l'endroit où on va se trouver dans le monde ou même en France, les gens ne vont pas réagir de la même manière. Je pense que les gens qui sont dans le nord ou les gens qui sont dans le sud-ouest, on ne va pas avoir du tout les mêmes attentes dans notre vie ou dans nos appréciations. Moi, je vois à Oloron, on est proche de la montagne, donc les gens aiment bien aller en montagne, sont proches de la nature. Donc derrière, va découler des attentes un petit peu différentes ou des craintes un petit peu différentes de ce que vont avoir d'autres gens dans notre région. Et donc, cette approche sociologique, pour moi, est vraiment clé dans la conduite du changement. Parfait, merci à tous les deux et parfaite transition pour la séquence suivante en fait où voilà là où vous avez parlé d'impact sur les métiers, d'adoption effectivement d'une technologie qui oui qu'il faut apprendre à maîtriser pour nous tous hein. Donc ce que je vous propose c'est de parler sur cette séquence 3 de confiance, sécurité et puis de la place de l'humain en fait hein, dans ces solutions d'IA. Donc, vous, Fabrice, Olivier, comment avez-vous en fait intégré l'humain, on va dire vos collaborateurs, avec l'IA, on va dire dans vos activités de maintenance? Pour débuter sur le sujet, concernant ce qu'on nous, on a décidé de mettre en place au SIAP, faisant partie d'un sujet innovant et au sein de la structure, on a décidé déjà d'intégrer les utilisateurs finaux dès nos premiers échanges, dès nos premières réunions. Et après, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. On a fait de l'agilité, donc on est en mode agile
dans le déploiement du projet. Donc, on a capacité, quand on a un besoin utilisateur ou une demande d'évolution utilisateur, de pouvoir faire évoluer la solution finale très rapidement. Donc, ça, c'est un premier élément. Et puis, on a opté dès le début du projet, on a travaillé avec des ergonomes, avec des designeuses, avec des designers. Et donc, on a fait de la conception centrée utilisateur. Donc, ils ont été présents pas à pas dans les différentes démarches. On a construit le besoin avec eux, on a présenté la maquette et on fait évoluer la solution avec eux. Et donc, on a eu une méthodologie de travail très rigoureuse, hein, jusqu'à une phase d'évaluation de la solution pour nous permettre de dire, voilà, et nous permettre de pouvoir dire à notre direction, finalement, voilà, la solution qu'on va déployer, qu'on veut mettre en œuvre, elle est robuste sur ces aspects. En gros, les aspects, c'est simple d'utilisation, c'est comme les outils qu'on utilise à la maison, ça a été construit par les utilisateurs. Et on a alerté, bien entendu, sur les quelques difficultés qu'on a pu rencontrer. On a eu des petits sujets autour, effectivement, de la sécurité de la solution. Voilà, parce qu'il y a toujours, je dirais, un RSSI, des enjeux d'analyse de risque qui remontent et du coup, on doit pouvoir y répondre de la meilleure des manières. Ça doit être pris en compte dans le projet. Mais quand on est agile, voilà, on sait le faire. Hein, ça, c'est important. Donc, du coup, l'agilité, hein, vraiment en élément clé, et puis je dirais la conception orientée utilisateur. En deux éléments clés, moi, pour l'adoption de ce type de solution auprès de nos utilisateurs finaux, nos techniciens de maintenance. Merci. De notre côté, on a la chance d'être en usine qui a toujours été en perpétuelle évolution, donc que ce soit au niveau de l'automatisme, que ce soit au niveau de la robotique. Donc les gens culturellement sont habitués à voir arriver des nouvelles technologies ou des technologies de rupture. Pour ce qui est de l'IA, en fait, on a fait deux choses. C'est que la première chose, on s'est posé la question de quelle est notre vision? Quel est le technicien ou l'ingénieur méthode de 2030-2035? Quelle va être la compétence qu'on va vouloir avoir chez ces gens-là? Et ça nous a permis de décliner un plan et de débuter avec des réunions avec les équipes pour leur expliquer l'évolution de la maintenance, les différents niveaux de maintenance pour arriver à la maintenance 5.0. Qu'est-ce que la digitalisation, toutes ces choses-là. Et ce qui fait que, en fait, dans toutes ces discussions-là, on a pu amener petit à petit des éléments et débloquer quelques verrous, parce qu'en fait, il y a une chose qui joue pas forcément pour nous, c'est tout ce qu'on entend au niveau média sur la perte de l'emploi avec l'intelligence artificielle, les dark factories, toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment des choses où on a voulu y aller de manière pédagogique avec les équipes et leur montrer qu'en fait, le métier de demain, c'était pas la disparition, bien au contraire. En fait, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait leur demander d'être encore plus performants sur l'analyse des causes racines. C'est-à-dire que autant l'IA va nous aider à trouver rapidement la panne, autant l'analyse de la cause racine qui vient de la matière, qui vient du contexte, ben là, il n'y a plus d'IA, c'est le technicien. Et donc, la compétence du technicien va être encore plus valorisée à ce niveau-là. Donc ça c'est quelque chose qui a bien pris, que les gens ont compris. Ce qui veut dire que derrière vient un plan de formation sur les basiques, sur de la métallurgie, sur de l'électricité, sur de l'électronique, pour mieux comprendre les phénomènes. Donc voilà comment on a abordé l'histoire. Un petit peu comme Fabrice, ce qu'on fait, c'est quand on développe nos solutions, on les oriente vraiment utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, c'est lui qui, à la fin, doit prendre possession de l'outil. Et ça nous est arrivé sur certains projets, notamment un, d'avancer. Et en fait, l'outil n'était pas à l'attendu. Les gens trouvaient en fait les solutions qui étaient proposées par l'outil performantes. Par contre, l'outil par lui-même n'était pas performant, était un frein. Donc, on a préféré faire marche arrière pour repartir sur d'autres études d'outils final pour revenir avec ça. Donc, le technicien chez nous est vraiment dedans et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est vraiment l'intégrer au plus tôt, bien faire comprendre le contexte et lui donner une vision.
Merci Olivier et merci Fabrice. Nicolas, du coup, ce qu'on vient d'entendre sur la place de l'humain face à l'IA, sur faire en sorte que les équipes fassent confiance à ce type de solution, aux conditions qu'elles apportent, etc. Est-ce que ça se pose dans les mêmes termes côté nucléaire? Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, pour reprendre, je vais pas paraphraser Fabrice et Olivier, mais effectivement, le côté honnête technologie, c'est exactement la même approche, c'est-à-dire qu'en fait, on a impliqué les contrôleurs dès la phase de démarrage en fait du projet, de conception, et puis voilà, c'est eux les utilisateurs finaux, donc c'est vraiment important que ce soit leur outil. Voilà, donc c'est vraiment le côté Total Image, fournisseur de technologie, on se met vraiment au service en fait du métier et des utilisateurs, donc c'est vraiment la même logique et ça fonctionne très bien. Puis évidemment, ça donne aussi une motivation supplémentaire aux équipes parce que ils sentent voilà que c'est vraiment pour eux, c'est leur outil quoi. Donc ça c'est vraiment important. Après, un deuxième point qui est vraiment critique, en fait, un risque qui a été identifié dès le début, c'est que finalement, ces technologies d'IA, bah, qui quand même sont très performantes, voilà, c'est-à-dire que nous, la capacité à détecter des objets, leur état, etc., on est sur des taux de qualité qui sont vraiment extrêmement élevés. Donc en fait, le risque, c'était en fait, qu'il y ait une sorte de passivité qui s'installe en fait au niveau des contrôleurs, c'est en disant, bah, l'IA finalement, elle fait le job, elle le fait bien, donc donc finalement, je fais plus attention à ce que remonte l'IA parce que je pars du principe qu'en fait l'IA a raison. Et ça, c'était vraiment un risque qu'on a identifié dès le début. Donc l'idée, c'est vraiment alors d'abord, le contrôleur, il est responsable de son contrôle, il engage sa responsabilité. Donc de toute façon, c'est important qu'il soit toujours actif, alors que ça lui fasse gagner du temps, ça c'est très bien. Mais par contre, il faut en fait garder une interactivité avec là pour le coup l'application sur la tablette. Donc ça a été aujourd'hui on est en test sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un risque qui est toujours présent. Voilà, c'est finalement de trop faire confiance en fait à ces IA qui performent bien et puis de délaisser un petit peu le côté critique et puis le recul, on va dire, par rapport aux résultats apportés par l'IA. Voilà. Et c'est vrai que du coup, effectivement, la confiance, c'est vraiment quelque chose de primordial, c'est-à-dire voilà, on attend à ce que ces outils soient performants et fonctionnent bien, mais avoir toujours la vérification humaine derrière, parce que à nouveau leur responsabilité aussi est engagée. Et ça, finalement, c'est quelque chose de pas simple, surtout quand on commence à utiliser l'outil, qu'on voit qu'il marche bien. On a de plus en plus tendance à faire confiance et donc de moins, enfin, avoir aussi plus tendance à laisser passer une erreur, par exemple, qui serait remontée par l'IA, quoi. Voilà. Parfait, merci Nicolas. On va enchaîner avec la dernière séquence de cette table ronde. On va parler de données, connaissances tacites et souveraineté. Alors, j'imagine que ce soit côté SIAP ou côté LINT, je pense encore plus dans le domaine du nucléaire, il y a des secrets industriels à protéger. La première question, du coup, pour chacun d'entre vous, c'est comment concilier exploitation de l'IA et protection des données et secrets industriels? Olivier, si tu veux enchaîner, peut-être commencer. Ouais. Sur la souveraineté des données, aujourd'hui, on est un petit peu atypique chez Lean parce enfin, je sais pas si on est atypique en fait. C'est qu'on veut vraiment être sûr que nos données ne partent pas n'importe où. Donc, c'est quelque chose qui est maîtrisé par le groupe. Et sur cette partie-là, en fait, c'est autant tout ce qui est travail sur l'IoT, sur l'IA, c'est lead au niveau du service technique, au niveau de la souveraineté des données. C'est vraiment une politique groupe et qui est pilotée par le service IT. Donc, il y a la partie cybersécurité, il y a la partie utilisation de nos données machines. Aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle je pense pas grand monde travaille, c'est nos données ont une valeur. Et aujourd'hui, tous les gens qui développent de l'IA veulent nos données pour travailler dessus. Et outre le fait que ça pourrait être monétisé pour amortir nos coûts de développement, ça peut être utilisé ensuite pour trouver des failles dans nos automatismes, dans nos systèmes intégrés.
Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la souveraineté des données aussi, et on revient dessus, c'est nos données, où elles sont, qui a accès, combien ça coûte. Voilà. Donc le combien ça coûte, c'est aussi une question, parce qu'en fonction des providers ou des solutions qui sont prises, en fait, on peut se retrouver avec des données copiées à deux endroits différents pour une utilisation. Une quasi même utilisation. Et donc cette partie-là, autant on peut maîtriser une partie des données, autant la seconde, on ne la maîtrisera pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de sensible sur lequel on commence à travailler. On n'est pas très très fort ou très avancé là-dessus, mais c'est quand même un vrai sujet chez nous qu'on a pour ambition de traiter et d'éclaircir d'ici fin d'année. Merci Olivier. Nicolas, peut-être si tu veux enchaîner. Oui, effectivement, on comprend bien que dans les centrales nucléaires, en plus, nous, on utilise la vidéo, donc effectivement, on est sur des sites sensibles avec des données sensibles, voilà, même si on filme des équipements, hein, mais ça fait partie du patrimoine industriel d'EDF, voilà. Donc nous, en fait, la réponse, donc évidemment, je suis un peu dans la lignée d'Olivier. De toute façon, il y a l'IT cyber qui, de toute façon, a des contraintes qui sont tout à fait normales auxquelles on doit se plier. Donc nous, en fait, on a une partie des traitements des vidéos qui sont faits sur directement en Edge, en fait, sur la tablette en mode embarqué, voilà, parce qu'il y a aussi pas toujours de réseau en fait dans ces centrales. Et puis ensuite, les données, elles vont être, les vidéos et les métadonnées vont être stockées sur un serveur. Voilà, donc nous, en fait, on travaille avec Scaleway, hein, qui est voilà, un provider français, infra-sécurisé, qui va être Secnum Cloud en septembre. Voilà, donc on a une solution, on va dire, qui répond aux exigences en fait côté nucléaire. Mais c'est vrai que voilà, on doit être vigilant et puis être sûr que finalement EDF et puis Honnête ait toujours la maîtrise en fait du cycle de vie de la donnée et qu'on sache exactement, comme le disait Olivier, qui a accès, où elles sont hébergées, etc. Donc c'est évidemment un sujet très sensible. Ouais. Fabrice. Dans la lignée des deux collègues, je m'inscris dans tout ce qu'ils viennent de dire. Aussi pour nous, effectivement, je dirais que ça cohabite. En tout cas, on va faire le nécessaire pour que les enjeux de souveraineté des données et le fait que le métier puisse continuer à travailler et assurer la performance des installations, c'est un enjeu clé pour nous. Donc, on s'est organisé. En tout cas, la structure de l'organisation s'est organisée autour de la RGPD avec un DPO. On s'est organisé autour de la cybersécurité avec la RSSI qui est présent et qui va contrôler les différentes architectures, applications qu'on veut mettre en œuvre au sein de la structure. Donc voilà, donc ça c'est l'organisation, elle répond présent, mais je ne cache pas que c'est pas forcément facile de tenir en compte, de prendre en compte toutes ces contraintes de sécurité, d'anonymisation de données, voilà, dans des domaines où on peut considérer à tort ou à raison que ces données sont pas forcément sensibles. Je vais prendre un exemple, une donnée d'heure de fonctionnement sur une pompe qui s'est garée sur la toile. Pour moi, ça n'a pas d'enjeu sécuritaire fort, mais c'est avec mon point de vue. Mais du coup, il va y avoir, on a mis en place un processus avec des analyses de risque où on doit regarder la criticité des données que contiennent nos différents systèmes d'information. Et c'est encore plus, je dirais, important quand on a besoin d'avoir accès au réseau d'informatique industrielle. Là, c'est encore, je dirais que c'est même proscrit par notre RSSI. Donc tout ça pour finalement, je dirais, dire que on s'est organisé, on avance, mais ça facilite pas l'agilité de nos projets. C'est une réalité, mais c'est des choses que tout le monde doit prendre en compte effectivement, parce que savoir où ces données vont, c'est plus que primordial. Mais je reviendrai sur un élément qui a été dit en introduction tout à l'heure. Il y a confié nos données à Microsoft quelque part.
c'est déjà un sujet de souveraineté de données à régler avant nos petites applications qu'on développe chacun à nos niveaux. Merci beaucoup à tous les deux là pour le partage. Alors je vois que l'heure tourne, donc voilà, je vous propose de conclure en fait cette table ronde. Donc peut-être en très très rapidement, Fabrice, Olivier, si vous aviez un message à partager à notre auditoire ou de manière plus générale en fait aux décideurs, euh, quel serait votre message? Je vais commenter. Je dirais, il faut pas avoir peur de l'IA. Il faut prendre le train. Faut vraiment monter dedans parce que souvent ceux qui commencent en premier, ils ont un avantage en termes de maîtrise technique, de compréhension intellectuelle que les autres qui vont s'y mettre dans quelques années ne pourront pas forcément rattraper. Il faut vraiment y aller. Il faut le faire effectivement avec intelligence, en tenant compte de tous les sujets dont on a parlé, souveraineté de données, enjeux cybersécurité, et j'en passe, RGPD. Et enfin, je dirais la clé, c'est de mettre l'humain au centre de tous ces sujets et de pas concevoir quoi que ce soit sans s'assurer de la prise en compte des équipes et leur acceptation de ces aspects. De mon côté, je Merci. rejoins complètement Fabrice concernant le fait de ne pas avoir peur. C'est un outil comme un autre. La seule chose c'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent autour de ça, mais c'est vraiment quelque chose de maîtrisable et qui est intéressant à développer. La deuxième chose sur laquelle je reviens Fabrice aussi, c'est la maintenance 5.0 par rapport à la 4.0, c'est qu'elle est humano-centrée. Plus en maintenance que sur d'autres points où l'IA aura un impact, ou d'autres fonctions où l'IA aura un impact. La maintenance, c'est vraiment là où on va vraiment remettre l'humain au centre, parce que on va avoir besoin d'aller chercher la cause racine, ne serait-ce que pour alimenter l'IA et lui donner plus de puissance. Les deux points où il faut être vigilant, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des services IT qui sont à fond dans ces sujets-là. Mais le point de vue d'un responsable maintenance, c'est l'IA, ces parties-là, IA, IoT, doivent être pilotées par la maintenance. Parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est on ne veut pas faire un outil pour un outil, une technologie pour une technologie. On vient chercher derrière un ROI, on vient chercher un nombre de pannes, on vient chercher un MTTR, on vient chercher de la fiabilité, on vient chercher de la sécurité. On part de là et on décline vers l'outil. Un service IT va plutôt partir de l'outil et chercher des solutions. On le voit aujourd'hui quand on a des consultants qui nous démarchent. Ils ont plein d'idées pour faire des calculs de statistiques, des choses comme ça, mais ça n'aboutit pas parce que si on part de l'outil, aujourd'hui j'ai un vendeur de marteau, s'il me faut un oscilloscope ou s'il me faut un multimètre, j'ai pas besoin de marteau, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est cette partie IA et maintenance, c'est vraiment dans le domaine de la maintenance. L'image qu'il faut avoir un peu sur ça, c'est le manager dans les entreprises. Il développe son style de management en fonction de son secteur d'activité et de la population qu'il a. Et le service RH est là pour l'épauler. L'IT et le développement de l'IA pour la maintenance, c'est un petit peu ça. Et pour un projet réussi, ou pour des projets réussis, ce qu'il faut, c'est avoir identifié le besoin et être capable de dire, voilà, mon objectif, c'est celui-là, j'ai des indicateurs et je peux mesurer ce que m'apporte l'IA. C'est dans ce sens-là. On a un besoin et derrière, on va développer une solution qu'on peut mesurer parce on connaît le besoin qu'on vient chercher. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé du succès, c'est bien définir le besoin. Un grand merci en tous les cas à tous les deux. Partage passionnant, vraiment très concret, on va dire. Voilà. Donc à nouveau un grand merci. Et puis Pauline, je te redonne la main pour la seconde table ronde. On a actuellement plusieurs questions disponibles dans la partie conversation et dans la partie Q&R. Pour tous les participants, si vous souhaitez que je vous donne la parole au niveau micro et caméra, n'hésitez pas à le mentionner. Et je propose à Quentin, qui a mis 2 questions dans la partie Q&R, de poser ses questions en live s'il le souhaite.
Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment très intéressant. C'est, je pense, très important pour tout l'écosystème d'avoir des retours d'expérience et des use cases comme les vôtres. Donc, j'ai deux questions ce matin. La première, c'est concernant l'humain. Quel blocage essentiel, en fait, avez-vous rencontré aux proches avec les membres des équipes? Donc, les questions essentielles, des blocages de type la question écologique ou le fait que l'IA va remplacer leur poste ou les risques associés à l'IA. Comment vous les avez résolus et est-ce que certains de ces blocages sont toujours présents? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question va concerner plus la partie souveraineté et propriété intellectuelle. Donc, j'ai entendu une conférence à l'Executive Tech de Vivatech ce week-end indiquant que l'utilisation de l'IA pour générer du code avec les acteurs américains impliquait la perte de propriété intellectuelle sur la partie logicielle. Donc, je voulais vous poser la question, c'est comment gérez-vous cette problématique et quelle est votre vision par rapport à ça? Merci beaucoup. Alors, pour la deuxième partie de la question, aujourd'hui, encore une fois, sur ces questions de souveraineté, on débute juste notre réflexion, donc j'aurais pas d'éléments à mener. Par contre, ce que je constate au niveau blocage humain, c'est pas du tout l'écologie. Alors, assez bizarrement, les gens se posent pas du tout la question de la consommation d'eau ou ce que coûte la transformation d'un électron en un bit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on consomme beaucoup de bits, c'est des électrons au bout. Alors c'est bien pour le nucléaire, mais globalement pour la planète, je ne suis pas persuadé que ce soit terrible. La question le frein que l'on rencontre, en fait, c'est chez des gens un petit peu expérimentés, où ce qui faisait leur singularité, d'être capable de trouver des pannes rapidement, en fait, est un petit peu remise en cause. Et ils se sentent challengés par l'IA, donc ce sont les gens qui ont le moins envie de l'utiliser, parce que justement, il y a une mise en question de leurs compétences. Donc il y a ceux qui sont bons, qui se disent je ne vais pas pouvoir relever le challenge. Et il y a un peu ceux qui, au fil des années, ont réussi à passer un peu au travers des gouttes et à se débrouiller. Mais sans forcément exploser, où là, eux, ils se sentent en danger et ils disent, mince, ça va me remplacer, je peux perdre mon travail. Donc la peur, elle est là, à nous de les rassurer pour leur expliquer qu'en fait, on peut se développer à tout moment de sa carrière et que c'est pas pour perdre l'emploi, au contraire. Ouais. Peut-être, moi je peux peut-être juste compléter. Donc dans le nucléaire, on observe exactement le même constat qu'Olivier, voilà, avec les opérateurs extrêmement sachants et puis voilà, qui ont toujours fait sans l'IA et voilà, qui ont toujours très bien fait leur job. Et puis après, il y a un deuxième point qui est, alors c'est pas vraiment un blocage, mais je trouve que c'est un point qui est assez intéressant. Nous qu'on retrouve, on va dire, plutôt par rapport à l'usage de la vidéo, c'est la notion, entre guillemets, le terme n'est pas très beau, mais de flicage. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une même application, un même usage qui peut être détourné en fait sur un usage qui est pas du tout l'usage ciblé, mais en tous les cas, la techno permet de le faire. Donc, typiquement, pour reprendre l'exemple du contrôle des chantiers en fait en utilisant la vidéo, bah en fait implicitement on sait quel opérateur se trouve à quel endroit de la centrale à tel moment, voilà, parce que les vidéos sont redatées, on sait sur lequel, enfin où l'intervention ou le film est fait. Donc en fait, avec la même, on va dire la même technologie qui est juste là pour les aider en fait à faire les contrôles plus rapidement, bah en fait on pourrait la détourner en une application finalement de surveillance, voilà. Donc ça, c'est peut-être des sujets sur lesquels on parlera dans la table numéro 3. Donc voilà, le côté pédagogique en fait dont Olivier et Fabrice parlaient, bah, il est extrêmement important. Et voilà, il y a aussi évidemment un cadre réglementaire qui interdit ce type de pratique. Mais voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut rester vigilant. Là, on parle pas vraiment de blocage, mais en tous les cas, anticiper, on va dire, le détournement d'un usage à des fins qui seraient plutôt, enfin, qui sont pas du tout en tous les cas l'objectif visé au démarrage du projet, quoi. Et puis ben, moi, pour parler un peu de la partie SERP dans l'assainissement, je dirais déblocage en tout cas les BEM que fait l'INP sur le fait
du sentiment de se faire déposséder de ses connaissances en les mettant dans un outil et peut-être à terme de se faire de pouvoir être remplacé, effectivement. Mais l'idée, je pense, c'est vraiment d'accentuer le message et de démontrer que on a besoin de l'expertise pour pouvoir aller chercher les causes racines des problèmes, les raisons des problèmes en profondeur. Et ça, je pense que ça justifie pleinement l'expertise. Et donc ça, on en a besoin. Vraiment, je pense qu'on peut accentuer là-dessus. Mais moi, je dirais dans les blocages et les problèmes qu'on a pu rencontrer, ils sont plutôt, alors pour le coup, ils sont plutôt d'ordre technique. Voilà, parce que, bon, je dirais, les gens utilisent ChatGPT dans leur vie de tous les jours, de manière personnelle. Donc, on leur a amené un outil très ressemblant, mais plutôt concentré sur la documentation technique interne de l'entreprise. Donc, on a fait ça. Ils utilisaient des WhatsApp perso où les techniciens de maintenance s'aidaient, s'envoyaient des photos et faisaient appel à un compagnon plus expérimenté pour obtenir des conseils pour résoudre un problème quand il était en astreinte. Donc, il y avait déjà une organisation, si je puis dire, en tout cas pas officielle dans l'entreprise, officieuse, où ils utilisaient un certain nombre d'outils, pas forcément homologués, connus, reconnus par la structure, mais pour leur permettre d'avancer. Et donc, du coup, moi, je dirais que le fait de rendre un outil officiel, comme ceux qui connaissent dans leur quotidien, bah, ça a conforté, ça a facilité l'adoption. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Mais par contre, il y a un point qui perdure sur le volet, en tout cas technique, qu'on a rencontré. C'était que, au début, on a développé l'application, on pouvait y avoir accès que depuis le poste de travail. Et donc, quand on est technicien de maintenance, on n'aime pas revenir forcément à son bureau pour faire le compte rendu. On aime bien pouvoir le faire en mobilité avec la petite tablette dont parlait Nicolas, au plus près de l'intervention. Et donc, du coup, voilà, on a dû ensuite déployer de la mobilité, mais sur des sites industriels, vous le savez bien, on n'a pas forcément de couverture Wi-Fi partout, et ainsi de suite. Donc, du coup, on a eu d'autres types de problèmes techniques qui sont venus se greffer. Et c'est ceux qui nous ont pris le plus de temps, plus même que l'adoption humaine au sein des équipes. Donc, voilà un peu un retour que je pourrais vous dire. Je voudrais, il y a encore quelques questions qui sont dans la partie conversation.